Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle exploration en profondeur. Je suis ravi d'être là aujourd'hui parce qu'on va aborder un sujet qui risque de bousculer pas mal de nos certitudes. Salut tout le monde, ravi de me joindre à toi pour ça. Et ouais, je confirme, on va vraiment s'attaquer à du lourd aujourd'hui. Totalement. Alors, pour ceux qui nous écoutent, il suffit d'imaginer la scène suivante. Un coureur qui s'élance pour un marathon. Mais attention, pas par un beau matin de printemps bien ensoleillé, tu vois. Non, ça serait trop facile. Voilà. Non, là, on parle d'un mois de novembre glacial. Genre avec une tempête de grêle qui te fouette le visage, un vent de face à décorner les bœufs et les muscles qui hurlent de douleur à chaque foulée. Le cauchemar absolu pour n'importe quel sportif, quoi. Exactement. Et là, imagine que quelqu'un, confortablement installé sur le bord de la route avec un chocolat chaud, observe cette scène de lutte absolue et déclare, avec le plus grand sérieux du monde, quel bonheur total. Cette personne est vraiment au sommet de la félicité. Bah, c'est une déclaration qui frôle la folie douce, hein, vue de l'extérieur. C'est clair, on le prendrait pour un fou. Ou alors, c'est le signe d'un problème fondamental avec la définition même du mot bonheur. Enfin, personne de sensé ne regarde une souffrance pareille en y associant de la joie. Et pourtant, et c'est là que ça devient fascinant, c'est très exactement le paradoxe monumental qui se trouve au cœur de notre mission du jour. Un paradoxe vraiment massif. Ouais. Parce que d'ordinaire, tu sais, pour comprendre un concept comme la résilience humaine ou la psychologie face à l'épreuve, on a besoin d'avaler des chapitres entiers, des montagnes de données, des études comportementales hyper complexes. Et c'est ce qu'on fait souvent dans nos analyses. C'est vrai. Mais aujourd'hui, la démarche est radicalement différente. On va extraire toute une architecture de la motivation humaine, non pas d'un livre entier de psychologie, mais d'une seule et unique phrase. Une seule phrase. 30 mots au total, pour être précise. 30 mots. Ça paraît fou, non? C'est minuscule. Mais 30 mots qui, lorsqu'on refuse de les survoler et qu'on prend vraiment le temps d'en examiner les mécanismes internes, ils révèlent un écosystème d'une complexité fascinante. J'adore cette idée d'écosystème. C'est un peu ça, tu vois, c'est l'équivalent de regarder une simple goutte d'eau à l'œil nu, on se dit qu'il n'y a rien, et puis on la place sous un microscope électronique pour y découvrir tout un univers en perpétuelle interaction. Ah ouais, la fameuse goutte d'eau, c'est une super image. Et le texte qu'on place sous notre microscope aujourd'hui, eh bien, il provient d'un document ancien. Tout à fait. C'est le verset biblique Jacques, chapitre 1, verset 12, et c'est tiré de la traduction seconde 21. Alors, voici la phrase exacte, je vous invite tous à bien peser chaque terme avec nous. On t'écoute. Alors, la voici. Heureux l'homme qui tient bon face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. C'est vraiment un condensé sémantique extrême. Extrême, c'est le mot. Chaque concept agit un peu comme l'engrenage d'une horlogerie de précision, tu vois. Et pour comprendre cette mécanique, il faut impérativement confronter nos propres biais modernes. Ah, nos biais modernes. Alors, attaquons le tout premier biais, parce que honnêtement, le tout premier mot de ce texte me pose un sérieux problème de logique. Ah bon? Lequel? La phrase s'ouvre sur le mot « heureux ». Jusque-là, tout va bien, on aime le bonheur. Mais la suite de la proposition associe ce bonheur à des concepts de tentation et d'épreuve. Ouais, le fameux contraste. Voilà, on en revient à mon coureur dans la tempête de grêle, quoi. Le bonheur, dans notre imaginaire collectif, c'est l'absence de conflit, c'est le confort. C'est le canapé, le plaid et la série télé. Exactement. Alors comment la notion de bonheur peut-elle, genre rationnellement, cohabiter avec l'idée d'une pression ou d'une épreuve? Pour moi, c'est une dissonance cognitive totale. Et c'est normal que tu ressentes ça. Mais cette dissonance cognitive, c'est pas un accident de traduction, hein. Ah non, hein? Non, c'est le mécanisme même par lequel le texte capte l'attention. L'auteur utilise un véritable choc psychologique. Un choc pour nous réveiller en quelque sorte. Voilà. Parce que notre cerveau humain, il est biologiquement programmé pour rechercher le confort et fuir la douleur. C'est pour conserver son énergie, c'est de l'évolution pure. Le moindre effort pour survivre. C'est ça. Par conséquent, notre définition moderne du bonheur, elle est devenue purement hédonique. Hédonique, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le bonheur serait juste la somme de nos plaisirs, moins la somme de nos peines, et si on suit cette équation mathématique, l'épreuve est l'antithèse absolue du bonheur. Donc affirmer qu'on est heureux dans l'épreuve, c'est presque un bug dans notre code source biologique. C'est tout à fait un bug. C'est pour ça que ça sonne si faux à la première écoute.
On se dit, mais il est maso, ce type. Exactement. Mais la logique de cette phrase, elle repose sur autre chose. Elle repose sur une psychologie eudaimonique. Eudaimonique. D'accord, faut que tu m'expliques. C'est un bonheur qui est lié au sens et à l'accomplissement, pas juste au plaisir immédiat. Le texte ne fait absolument pas l'apologie du masochisme. Il ne dit pas que recevoir de la grêle sur le visage, c'est agréable. Ouf, ça me rassure. Bah oui. Le bonheur dont il est question ici ne décrit pas une émotion joyeuse et éphémère, c'est plutôt un état d'ancrage. Un ancrage. Oui, c'est la satisfaction profonde, presque structurelle, de l'individu qui réalise un truc précis. Il possède la capacité de ne pas s'effondrer sous la pression. Attends. Si je comprends bien, ce n'est pas la circonstance qui rend heureux. C'est la découverte de sa propre solidité au milieu de la circonstance. C'est la distinction fondamentale qu'il faut capter ici. Ah ouais, c'est puissant. Le confort rend satisfait, certes, mais il rend aussi hyper vulnérable parce qu'il dépend de conditions extérieures parfaites. Si la météo change, ton bonheur s'effondre. C'est le bonheur château de cartes, quoi. Voilà. Alors que le bonheur décrit dans ces 30 mots, c'est une plénitude indépendante de la météo extérieure. C'est la certitude intérieure de pouvoir faire face. Ok, décortiquons cela. Parce que l'idée de faire face nous amène directement au verbe d'action de la phrase qui est « qui tient bon face à la tentation Le fameux tenir bon. ». Et là, j'ai une objection critique à formuler sur cette notion. Quand on entend « tenir bon », l'image qui s'impose, c'est presque toujours celle d'une posture ultra défensive. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Une vraie soumission passive, quoi. On s'imagine quelqu'un qui se recroqueville en position fétale, qui serre les dents et qui encaisse les coups en attendant que l'orage passe. En espérant vaguement survivre à la fin. C'est ça, c'est une vision hyper fataliste, non? Est-ce que ce texte valide vraiment une forme de passivité résignée face à l'adversité? Alors, c'est une lecture très, très commune. Mais c'est totalement réducteur par rapport aux mécanismes psychologiques qui sont en jeu ici. L'idée de passivité, il faut la jeter par la fenêtre tout de suite. On la jette, d'accord. Le texte parle de tenir bon, je cite, face à la tentation. Et ce simple mot, face, il implique une direction. Un regard, Un regard, oui. Et surtout une opposition de force. Faire face exige une posture dynamique. une posture dynamique, pour rester sur place. C'est un peu contradictoire, non? Ça en a l'air, mais pas du tout si on s'intéresse à l'ingénierie ou à la biomécanique, par exemple. Ok, sors-nous ta science de l'ingénierie. Prends l'exemple d'un pont suspendu, tu vois, ou des fondations d'un immense gratte-ciel qui est conçu pour résister au séisme. Oui, les tours au Japon, ce genre de truc. Exactement. De l'extérieur, le bâtiment semble totalement immobile. Il a l'air presque passif face au vent ou aux secousses sismiques. Mais à l'intérieur de sa structure, c'est une toute autre histoire. J'imagine que ça bouge beaucoup. Il y a des amortisseurs de masse, il y a des câbles qui sont sous une tension extrême et hyper calculée. En fait, le bâtiment exerce une force d'opposition équivalente à la force qui l'agresse de l'extérieur. Ah, c'est fascinant, donc il repousse le vent d'une certaine manière. C'est ça. S'il était véritablement passif, s'il se relâchait ne serait-ce qu'une seconde, il s'effondrerait instantanément. Donc, tenir bon, c'est l'équivalent d'une tension isométrique en musculation, en fait. Oh, j'aime bien cette analogie. On fait la planche, tu sais, on ne bouge pas d'un centimètre. De l'extérieur, on a l'air d'une statue, mais à l'intérieur, tous les muscles tremblent à cause de l'énergie de dingue qui est dépensée pour juste maintenir la position. C'est la meilleure façon de le formuler. C'est exactement ça. La tentation, ou l'épreuve dont parle le texte, elle agit comme une force de poussée constante qui cherche à déplacer l'individu de ses convictions. À le faire reculer? Voilà. Et refuser de céder un seul centimètre de terrain, c'est un acte d'engagement psychologique intense. Ce n'est pas du tout attendre que ça passe dans son coin. C'est refuser d'être déplacé. C'est un effort conscient et hyper volontaire. Totalement volontaire. Mais cet effort, cette tension isométrique, pour reprendre l'analogie de la planche, elle ne peut pas durer éternellement dans le vide. C'est clair, on finit par s'épuiser. Bah oui. On ne dépense pas une telle énergie structurelle juste pour le plaisir de voir si les câbles tiennent le coup. Il faut qu'il y ait un but, une utilité à cette friction. Et c'est justement là que la phrase opère un pivot majeur, à mon avis. Avec quelle expression exactement? Avec cette expression charnière, car après avoir fait ses preuves. Ah oui. Ce qui est fascinant ici, c'est la façon dont le texte transforme la nature même de l'obstacle. C'est brillant. Comment ça?
l'épreuve cesse d'être une simple nuisance géante qui vient gâcher ta journée. Elle devient un outil de validation. Mais que signifie vraiment faire ses preuves dans ce contexte précis? Parce que l'image classique, et pardonnez-moi parce qu'on l'entend vraiment partout, c'est celle de la forge et du métal. Ah oui, l'acier est trempé dans le feu, tout ça. C'est ça. Le feu brûle les impuretés pour rendre l'épée plus forte, blablabla. Mais je trouve cette image un peu plate, en fait. Elle décrit le résultat, l'objet fini, mais pas le mécanisme vivant. Qu'est-ce que se passe vraiment à l'intérieur de la personne? Je suis assez d'accord avec toi sur la forge. Pour comprendre le mécanisme, il faut quitter la métallurgie et regarder plutôt du côté de la biologie humaine. D'accord, je t'écoute. Plus particulièrement, regardons notre système immunitaire. Ah, le système immunitaire. Intéressant. Un système immunitaire qui grandit dans un environnement parfaitement stérile, genre un enfant bulle, qui ne rencontre jamais le moindre microbe, en réalité, ce système est extrêmement faible. Ouais, il est vierge, quoi. Il n'a aucune donnée, aucun anticorps n'a été créé. Pour qu'il devienne véritablement fort et qu'il, pour reprendre les mots du texte, fasse ses preuves, il doit impérativement rencontrer un agent pathogène. Il faut qu'il soit attaqué. Voilà. C'est l'attaque qui déclenche la création des défenses. C'est exactement le principe de l'antifragilité, en fait. Absolument. Le système ne fait pas que résister au choc et revenir à la normale, il a littéralement besoin de ce choc pour se construire et s'améliorer. Sans la maladie, la santé robuste, ce n'est qu'une théorie abstraite. C'est exactement le processus cognitif et spirituel qui est décrit dans ces 30 mots. Avant l'épreuve, les convictions d'une personne, sa moralité ou sa solidité intérieure, ce ne sont que des hypothèses. Des idées sur un bout de papier. C'est ça. On peut se croire très fort en théorie quand tout va bien, le dimanche sur son canapé. Mais la vérité de cette force, elle ne peut être prouvée qu'en affrontant la pression contraire. L'épreuve est le terrain de validation où l'hypothèse devient une réalité incarnée. C'est puissant. La résistance active dont on parlait avec le gratte-ciel, elle forge littéralement l'identité. Tu sais que ça renverse complètement la table sur la façon dont on perçoit les difficultés au quotidien, ça. Ah, ça c'est sûr, on ne voit plus les choses de la même manière. Si on suit cette logique, le vent contraire n'est pas un accident de parcours qui vient ruiner nos plans. Le vent contraire, c'est l'outil même qui permet de vérifier que nos fondations sont réelles. Et cette validation, c'est la condition sine qua non pour passer à l'étape ultime du texte. Tu vois, on ne peut pas brûler les étapes. Il y a une chronologie stricte. Voilà. Le bonheur paradoxal du début, il est rendu possible par la résistance active. Cette résistance, elle crée la validation par l'épreuve. Et cette validation débouche enfin sur une résolution. Et quelle résolution, punaise! On arrive à la dernière partie de cette phrase microscopique, et c'est là que le véritable coup de théâtre se produit. Le fameux plot twist. Ouais. Le texte conclut « Il recevra la couronne de la vie que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime ». C'est magnifique. C'est magnifique, mais c'est un changement de ton radical. On passe d'un vocabulaire de lutte, de résistance isométrique et de validation à une promesse de récompense très, très imagée. C'est vrai que l'image est forte. Alors avant de parler de la condition attachée à cette récompense, il faut qu'on clarifie ce symbole. C'est quoi concrètement cette couronne de la vie? Pour le coup, il faut vraiment se replonger dans le contexte culturel de l'époque de la rédaction. L'Antiquité donc. Oui, dans l'Antiquité, la couronne, ce n'était pas nécessairement un diadème en or incrusté de diamants qui symboliserait la richesse matérielle ou le pouvoir royal comme on l'imagine aujourd'hui. C'était pas les joyaux de la couronne britannique, quoi. Non, pas du tout. C'était la couronne de laurier, celle qu'on donnait aux vainqueurs athlétiques aux Jeux yo-yo, tu vois. Ah, le vainqueur du marathon. La boucle est bouclée avec mon exemple du début. Exactement. C'était le symbole ultime de l'accomplissement, du dépassement de soi et de la victoire totale après l'effort. Et en l'associant au mot « vie », le texte ne promet pas un bien de consommation. Il ne promet pas une Ferrari à la fin de l'épreuve. Non, il promet une vitalité achevée, une existence qui est portée à son plus haut degré de plénitude et de solidité. Donc, la récompense pour avoir tenu bon sous les assauts de la grêle, c'est de posséder une vie inébranlable et pleine. C'est ça. Mais, alors, voici le détail qui me fascine et qui, honnêtement, remet tout en question pour moi. C'est la condition d'attribution de cette récompense. La fameuse condition de la fin. Ouais. Le texte ne dit pas « la couronne est promise à ceux qui ont eu la meilleure discipline ». Il ne dit pas non plus qu'elle est réservée à ceux qui ont respecté les règles avec la plus grande rigueur morale. Ni à ceux qui ont les plus gros muscles. Non, ni à ceux qui ont duré par sens du devoir. La condition spécifique, le moteur exigé, c'est l'amour. L'amour. La promesse est faite, je cite, « à ceux qui l'aiment ».
en faisant référence au Seigneur. Et là, je t'arrête tout de suite. Pourquoi amener l'amour, un concept si doux, à la fin d'un texte qui parle de tension, de pression, de tremblement et de résistance? C'est surprenant, je te l'accorde. Est-ce que ce n'est pas un peu naïf face à la rudesse de l'épreuve? Genre, on va vaincre la tempête avec des câlins. Alors, ça pourrait paraître bisounours, mais c'est tout le contraire de la naïveté. En fait, c'est une compréhension prodigieuse de la psychologie de la motivation humaine. C'est le point culminant de toute cette architecture de 30 mots. D'accord, prouve-le-moi. Eh bien, demande-toi quels sont les carburants habituels qui poussent les êtres humains à endurer des situations difficiles tous les jours. Généralement, la peur des conséquences, je dirais, genre la peur de perdre son job, l'ego, vouloir prouver qu'on est le meilleur, ou le sens du devoir et des obligations envers sa famille, par exemple. Exactement. Et du point de vue des neurosciences et de la psychologie comportementale, la peur ou le devoir strict, ce sont des motivations qui sont liées au stress. Ah, ça déclenche des hormones spécifiques? Oui, elles font sécréter du cortisol, alors c'est très efficace à court terme pour fuir un danger immédiat, genre un lion qui t'attaque, mais sur le long terme, ce carburant s'épuise. Il te ronge de l'intérieur même. Totalement. On ne peut pas serrer les dents indéfiniment par pure obligation légale ou morale. C'est exactement ce qui mène au burn-out psychologique et physique. Le devoir consomme de l'énergie sans jamais ancrer. C'est comme une pile en fait. Une pile qu'on viderait peu à peu en essayant de maintenir notre fameux gratte-ciel face à la tempête. Au bout d'un moment, il n'y a plus de jus et on s'effondre, même si on voulait super bien faire au départ. C'est la métaphore parfaite, la pile qui se vide. Mais en introduisant l'amour comme moteur fondamental, le texte change radicalement la chimie de l'endurance. Qu'est-ce que l'amour a de différent par rapport au devoir? L'amour n'est pas transactionnel, il est relationnel. Ce n'est plus une batterie qui se vide, c'est un panneau solaire. Ah, j'aime ça. C'est un panneau solaire qui génère sa propre énergie par la connexion constante à sa source. Tenir bon ne relève plus de la discipline austère, d'un code pénal spirituel ou d'un concours d'ego. Ça me fait penser à quelque chose. C'est pour ça qu'un parent, par exemple, peut passer des nuits blanches successives au chevet de son enfant malade sans ressentir le même type de burn-out que s'il passait ces mêmes nuits à travailler sur un dossier par peur de son patron. C'est l'exemple parfait. L'action est techniquement identique, une privation de sommeil sévère et un stress extrême. Mais le carburant interne change absolument tout. Exactement. Le devoir détruit à petit feu, l'affection soutient et renouvelle l'énergie. La source suggère donc que c'est cette force affective, cet ancrage dans une relation de confiance et d'amour avec celui qui a fait la promesse, qui fournit la véritable résilience. C'est le secret pour traverser les pires pressions sans se briser. Sans cet amour, la résistance active dont on parlait, elle devient juste une rigidité amère. On devient cynique, quoi. On serre les dents et on déteste la vie. Voilà. Mais avec cet amour, la traversée de l'épreuve trouve tout son sens. La couronne de la vie n'est plus un vulgaire salaire qu'on gagne à la sueur de son front en pointant à l'usine. C'est l'aboutissement naturel, organique d'une relation qui a refusé de se briser sous la pression. C'est un voyage conceptuel absolument vertigineux qu'on vient de faire. Et tout ça en seulement 30 mots, c'est fou. Ça donne le vertige, hein. Complètement. Si on résume cette mécanique incroyable, tout commence par ce choc psychologique, un bonheur trouvé au cœur même de l'inconfort. Le bug dans la matrice. Voilà. Ensuite, on découvre que ce bonheur eudaimonique exige une posture de tension active, un refus de reculer face à l'adversité, comme notre gratte-ciel. C'est ça, la résistance isométrique. Ensuite, cette résistance agit comme un système immunitaire. Elle vient stress-tester et forger l'identité de l'individu, la validation par l'épreuve. Et la boucle se ferme avec le moteur. Le moteur de cette force titanesque, et on découvre que ce n'est ni la volonté pure, ni la peur de l'échec, mais une motivation relationnelle profonde basée sur l'amour. Une boucle systémique parfaite, en somme, où la finalité éclaire le point de départ. C'est l'amour qui rend l'endurance possible, et c'est cette endurance qui révèle la profondeur du bonheur initialement décrit dans les premiers mots. Ça remet tellement en perspective la façon dont on aborde nos propres batailles au quotidien. Parce que, soyons clairs, tout le monde fait face à ses propres tempêtes de grêle, tu vois. Oh que oui, personne n'y échappe. On a tous des pressions qui cherchent à nous faire céder du terrain. Que ce soit au travail, dans nos familles, face à la maladie ou dans nos convictions intimes. C'est le lot de l'expérience humaine. Et ça nous amène à une réflexion finale pour ceux qui nous écoutent. Une pensée pour prolonger les mécanismes de cette unique phrase. Je t'en prie. Si la psychologie humaine nous montre que la véritable force pour traverser l'adversité ne réside ni dans une volonté d'acier qui finit inévitablement par s'épuiser,
ni dans une soumission passive à un strict devoir moral. Ce fameux devoir qui nous draine. Exactement. Si la force réside plutôt dans notre capacité à aimer profondément la promesse ou la relation qui se trouve au bout du chemin, Le panneau solaire? oui, le panneau solaire, eh bien, comment cette réalité pourrait-elle transformer la façon dont on aborde notre prochaine période de crise? C'est la vraie question. Peut-être qu'au milieu de la tempête, sous les coups de boutoir du vent, la question la plus vitale n'est pas de se demander comment vais-je trouver la force de résister, Mais plutôt quoi? mais plutôt de se poser, en toute honnêteté, la question suivante: qu'est-ce que j'aime suffisamment fort aujourd'hui pour refuser de plier? Waouh! C'est une excellente question à se poser. Une perspective cruciale à garder en tête pour quiconque se sentira un jour vaciller sous le vent. Merci d'avoir suivi cette exploration en profondeur. On se retrouve très vite pour décortiquer ensemble de nouvelles sources qui remettent en question nos certitudes. À la prochaine.